Le riz est la céréale la plus consommée au monde. Elle nourrit chaque jour plus de 3 milliards d'êtres humains. Aucune autre culture ne subvient aux besoins d'autant d'individus et n'est aussi cruciale pour les pays pauvres. Mais au printemps 2008, les prix de tous les produits alimentaires flambent et celui du riz est multiplié par 6 en quelques mois. C'est du jamais vu. Des manifestations éclatent dans une quarantaine de pays parmi les plus pauvres du globe. On parle d'émeutes de la faim. Pénurie, famine. Ces mots, martelés à l'infini par les radios et les télévisions du monde entier, créent une véritable psychose. On finit par croire que l'approvisionnement en riz, la céréale qui conditionne la sécurité alimentaire mondiale, n'est plus garantie. Alors que s'est-il réellement passé au printemps 2008 dans ce marché du riz qui nourrit un être humain sur 2? Qui a provoqué cette panique? Qui en a bénéficié? Quelles leçons ont été tirées de cette crise et pour quelles décisions? C'est en reconstituant la très discrète filière mondiale du riz que l'on peut répondre à ces questions. Le petit grain blanc fait aujourd'hui l'objet de toutes les convoitises. L'Afrique a été l'une des principales victimes de cette crise, car elle importe l'essentiel du riz qu'elle consomme. C'est ce qui l'a rendue si vulnérable à l'explosion des prix. Au Sénégal, où en 40 ans, la consommation de riz a été multipliée par 10, le riz d'importation est partout. Le riz américain, c'est bon. Toujours de 400 francs, pas augmenté, pas baissé. Le riz chinois, là, c'est ici à Sénégal, ils ont voulu les petits riz, là. C'est pour cela. Le riz brisé. Voilà, le riz brisé. Ça vient d'ici. À Dakar, on mange du riz 3 fois par jour, tous les jours. On ne se contente pas de regarder. On touche, on soupèse, on compare les origines innombrables et les prix. On achète quelques mesures de riz pour un repas ou un sac de 20 kilos. La consommation hebdomadaire d'une famille. Les Sénégalais n'ont pas toujours mangé du riz. Il était autrefois un plat de fête réservé aux plus riches. Peu à peu, le riz s'est imposé dans les foyers africains. Parce qu'il est plus facile à cuisiner que le mil et le sorgho, mais ce n'est pas la seule raison. Au Sénégal, comme dans la plupart des pays d'Afrique de l'Ouest, la marmite de riz est avant tout une histoire française. Voici le riz dont nous produisons assez pour que les jaunes mangent à leur faim ce grain qui est leur pain quotidien. Assez pour que les ventes à l'étranger de cette céréale aient représenté en 1939 près d'1 milliard de francs. Le riz a été importé ici, a été amené ici par la France au 19e siècle. Parce que les Français cultivaient du riz en Cochinchine, ce qu'on appelle la Cochinchine, qui était la première colonie avec le Sénégal, colonie française. Alors, où vendre le riz? Au Sénégal. Ils l'ont amené au Sénégal et c'est ça qui nous a habitués au riz. De produits coloniaux prêts à être embarqués, huile, coton. Où on a poussé les populations à consommer des riz et pour payer, il n'y avait que l'arachide, on a désherbé, on a coupé les arbres, on a dévasté le pays, rien que pour produire de l'arachide envoyé à Bordeaux, de façon à avoir de l'argent pour payer l'importation de riz. Les arachides sont expédiés vers le port. L'empire colonial français a disparu, mais le système est resté. Le Sénégal continue d'exporter ses arachides et de faire venir son riz d'Asie.
Mais l'Afrique peut-elle produire du riz? Il faut quitter Dakar et pénétrer dans l'arrière-pays, dans la campagne, ce qu'on appelle en Afrique la brousse. Contrairement aux idées reçues, les rizières font bien partie du paysage africain. La culture du riz en Afrique remonte même à 1500 ans avant Jésus-Christ dans le delta du fleuve Niger. Mais ce riz n'intéresse que les paysans qui le cultivent. Privé de subventions et de machines, le riz africain est plus cher que celui qui vient d'Asie. Il n'est donc pas compétitif. Comment pourrait-il en être autrement quand les grandes institutions internationales comme la Banque mondiale et le Fonds monétaire international, le FMI, ont toujours poussé les pays africains à importer leur riz? Produisez du coton, produisez du thé, du café, produisez du tabac et vendez ces produits pour lesquels vous auriez un avantage comparatif sur les marchés internationaux. Vous achèterez votre sécurité alimentaire par l'achat sur les marchés internationaux des denrées alimentaires que d'autres produiront pour vous. Ça marche tant que les prix mondiaux sont bas, tant que les exportateurs sont prêts à se battre à l'exportation, sont prêts à donner des crédits, à faire de l'aide alimentaire, etc. Et puis le jour, et ça se passe à partir de 2007, où on est dans une situation de déficit mondial, le jour où les prix flambent, il n'y a plus personne pour vous aider. C'est ce qui se passe au printemps 2008. Lorsqu'il vient acheter son riz au marché, le consommateur en connaît en principe l'origine, mais il ignore tout du parcours qu'il a suivi pour arriver jusqu'à lui. Peu transformé, il passe rapidement de la rizière à l'assiette du consommateur. Mais quel chemin a suivi ce riz que les femmes africaines achètent au marché? Le riz est aussi une industrie. Un flux ininterrompu alimente le marché mondial. Ces millions de sacs de riz suivent un parcours précis, défini par les grands acteurs de la filière, ceux qui font le marché. Ce marché qui a perdu la tête au printemps 2008. Alors, où commence la filière? Si l'Asie est bien le principal producteur de riz dans le monde, peu de pays sont en mesure d'exporter. La Thaïlande est aujourd'hui le premier exportateur mondial de riz. C'est dans la plaine centrale de Suphanburi qu'est produit le riz thaï destiné à l'exportation. Chez Nippon Insawang, on cultive le riz de génération en génération. Mais aujourd'hui, le travail n'a plus grand-chose à voir avec ce qu'il avait connu enfant. Avant, le travail était plus dur. On dépendait beaucoup de la nature et de nous-mêmes. Alors qu'aujourd'hui, on a des outils et des machines qui nous facilitent la vie. Maintenant, la force physique compte moins. C'est moderne. Avant, on marchait à pied ensemble et c'était bien, c'était amusant. Maintenant, c'est devenu plus individualiste. Il y a la moto, ce n'est pas comparable. Changement d'époque. Ici comme ailleurs, place au rendement. Il y a encore quelques années, pour récolter un hectare, il fallait une soixantaine d'ouvriers agricoles. 8 suffisent aujourd'hui. Nippon embauche les ouvriers le temps de la récolte et loue quelques heures la moissonneuse qui part ensuite chez le riziculteur voisin.
Comme la plupart des riziculteurs thaïlandais, Nipalin Sawang fait 2 à 3 récoltes par an. Cette efficacité permet à la Thaïlande d'exporter environ 10 millions de tonnes. Autrement dit, la moitié de ce qu'elle produit. Pour autant, ce ne sont pas les paysans thaïs qui font le marché. Les grands exportateurs sont à Bangkok. Bien des affaires se sont montées dans les rues encombrées du quartier chinois de Bangkok, où sans faire de bruit, de petits négociants sont devenus les maîtres du riz. C'est dans le quartier de Sowa, au cœur du Chinatown, qu'est née la société d'exportation de riz, aujourd'hui dirigée par Korpsu Kiamsuri. Il y a 100 ans, comme beaucoup de Chinois fuyant la pauvreté de leur région natale, son grand-père émigrait. Un voyage de plusieurs années avant qu'il n'atteigne enfin la Thaïlande, véritable Eldorado du commerce. Pour moi, c'est l'endroit où mon grand-père a commencé sa carrière lorsqu'il est arrivé à Bangkok. Il a débuté comme manœuvre dans les entrepôts du quartier. Ensuite, il a réussi à économiser et il a fondé sa propre affaire. Ainsi sont nés les grands empires du riz thaï. Comme chaque mercredi, Korpsu Kiamsuri se rend à l'association des exportateurs de riz. Selon un rituel vieux de 90 ans, on commence par déjeuner avant de passer aux choses sérieuses. Ici sont réunis les plus grands exportateurs de riz de la planète. Tous, sans exception, sont issus de la communauté chinoise de Bangkok.